Chers amis, bonjour. L'homme au masque de fer, nous en avons tous entendu parler. Mais qui est-il? D'où vient-il? Et promis, j'ai pas piqué les paroles à Goldorak. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Non, allez, plus sérieusement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, juste après l'intro. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous avez le temps et ça prend 2 secondes. A tout de suite. Après la publication du récit d'Alexandre Dumas, l'homme au masque de fer devint un personnage mythique de la littérature française avant de devenir un sujet pour le cinéma hollywoodien. Les rumeurs et les suppositions autour de ce mystérieux prisonnier sous le règne de Louis XIV entrent progressivement dans la légende en l'absence de données historiques tangibles. Sa véritable identité continue encore aujourd'hui à faire débat et il est vraiment très difficile de démêler le vrai du faux, surtout en cette période complotiste où tous les scénarios sont acceptés, en dépit d'invraisemblances ou de contre-vérités historiques flagrantes. De plus, la littérature, le cinéma, le théâtre et j'en passe se sont emparés du sujet, donnant chacun leur propre image et leur propre interprétation de cette histoire. Mais qui est cet homme si spécial qui devait garder l'anonymat, mais en plus porter un masque de fer afin de soustraire son visage aux yeux du grand public? Selon une gazette de 1687, le prisonnier aurait été transféré dans la citadelle de Sainte-Marguerite, minuscule île méditerranéenne au large de Cannes. Gardés par un ancien mousquetaire, Bénigne de Saint-Mars, les 2 hommes auraient vécu au sein des forteresses de Pignerol et d'Exilles, situées dans les Alpes. En 1698, le duo est transféré à la Bastille vu la nomination du mousquetaire comme gouverneur de la prison. Les particularités du prisonnier ne passeront pas inaperçues et seront décrites par un agent de la Bastille. Un homme toujours masqué dont le nom n'est jamais prononcé. En 1703, la dépouille d'un homme d'une 50aine d'années est enterrée au cimetière Saint-Paul de Paris. Ses effets personnels et habits seront brûlés tandis que les murs de sa cellule seront blanchis à la chaux. Ce prisonnier a vécu sous le règne de Louis XIV, et aux yeux de ses détracteurs, ce dernier avait tout d'un tyran dont l'absolutisme aurait transformé le pays en un état policier, ce qui aurait pu expliquer l'histoire de ce triste personnage. Alors je vous rassure, il n'était pas enfermé là-dedans, il était beaucoup mieux traité que ça, mais je trouvais intéressant de vous montrer ce qui pouvait arriver aux prisonniers qui n'étaient pas de marque, entre guillemets. Dès la mort du prisonnier, son histoire se répand comme une traînée de poudre dans le royaume de France, avec comme suspicion que son calvaire fut mis en place par le roi directement et donc sur ordre royal. Les premiers récits qui évoquent l'homme masqué sont bien plus que des contes macabres, ils ont pour vocation de jouer un rôle de propagande contre Louis XIV. Même à l'international, le récit est connu et se répand. Lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, les Hollandais répandront la rumeur que l'homme masqué aurait été un amant de la mère du roi et donc son vrai père. Ce qui ferait de Louis XIV un roi illégitime, histoire bien pratique pendant ce conflit car pourrait retourner le peuple contre son roi ou simplement saper le moral des troupes. Même au sein de la population française, plusieurs soupçons faisaient mention de l'homme masqué comme étant un membre de la famille royale. Certains pensent qu'il s'agit du fils qu'avait eu Louis avec une de ses maîtresses, Louise de la Vallière. Ce fils, Louis de Bourbon, avait été banni de la cour après que son homosexualité ait été dévoilée. Cherchant à revenir dans l'estime de son père, il participa à des campagnes militaires en Flandre et aurait été tué à ce moment-là. Certains estiment alors qu'il ne serait pas mort et qu'il aurait été emprisonné par son père. Pour d'autres, il s'agirait de François de Bourbon, duc de Beaufort. Cousin du roi, le duc de Beaufort avait été un des chefs de file de la Fronde. Alors que ce dernier est mort pendant une bataille, on voit que certains colporteurs font courir la rumeur que ce dernier aurait été enlevé et emprisonné par le roi Soleil. Dans le courant du XVIIIe siècle, de nombreuses hypothèses seront mises en avant et ne cesseront d'enfler au fil du temps. Fils illégitime d'Anne d'Autriche, qui était la mère de Louis XIV, amant de Marie-Thérèse d'Autriche, la femme de Louis XIV, certains prétendent même que l'homme au masque de fer était un pape pygmée qui aurait fécondé la reine, donc l'épouse de Louis XIV. Quelle que soit son identité, l'homme au masque de fer représente pour beaucoup la tyrannie et l'oppression de l'Ancien Régime.
Cette oppression et ce manque de liberté sont mis en avant par les philosophes du siècle des Lumières. Voltaire ira même jusqu'à émettre l'hypothèse que ce prisonnier était le frère du roi. Rien que ça. Avant Voltaire, le masque était décrit comme étant en tissu ou de velours. Ce dernier donne des détails précis sur l'objet. Le menton du masque était constitué de ressorts en acier permettant au prisonnier de manger sans le retirer. Écroué à la Bastille en 1717, Voltaire entend une histoire du prisonnier masqué par la bouche du plus vieux prisonnier de la place. Un prisonnier inconnu, jeune, à la taille majestueuse et à la silhouette élégante et noble. Le prisonnier jouait de la guitare, mangeait des aliments de choix, n'avait aucun contact avec les autres prisonniers et seul le gouverneur lui rendait visite. Cette personne devait donc être assez importante pour se voir octroyer ce type de faveur. Alexandre Dumas s'empare de la description faite par Voltaire pour créer son personnage, le vicomte de Bragelonne, dernier volet des Trois Mousquetaires. Dumas reprend la théorie de l'identité du prisonnier qui est alors la plus populaire. Il s'agirait de Philippe, frère jumeau du roi Louis XIV, qui compromettrait sa légitimité puisque né avant lui. Et cette hypothèse sera médiatisée par les différents films qui seront produits tout au long du XXe siècle. Plusieurs personnages plus plausibles ont cependant été présentés par les historiens au vu des archives et des éléments historiques. Le premier est Nicolas Fouquet, surintendant des finances du roi, qui avait été reconnu coupable de trahison et de corruption. Il sera emprisonné dans la forteresse de Pignerol où le mousquetaire Saint-Mars se trouvait. Cependant, Fouquet est mort sur place en 1680 et rien n'indique qu'il ait été transféré à la Bastille. D'autres historiens préfèrent l'hypothèse d'Eustache d'Auger, valet de Nicolas Fouquet, qui aurait été emprisonné car il était au courant de beaucoup d'informations sensibles concernant le roi et l'État. Il fut arrêté pour un crime inconnu officiellement en 1669 et emprisonné à Pignerol. Il sera transféré dans différents lieux, toujours en compagnie de Saint-Mars. Enfin, pour certains, l'histoire est largement exagérée et il ne s'agirait pas d'un masque de fer mais d'un simple masque de velours noir porté à de rares occasions, notamment lors des transferts. Ce type de particularité aurait simplement suscité des exagérations et des légendes lors des multiples déplacements de prison en prison du prisonnier. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Je tiens au passage à remercier le département d'Indre-et-Loire et la Cité Royale de Loches qui nous ont ouvert leurs portes exceptionnellement pendant 2 jours. Donc vous pouvez retrouver les vidéos des monuments qu'on a faites également ainsi que la numérisation sur notre plateforme. Je vous souhaite bon vent et à la prochaine!